Bonjour à toutes et tous. Nous accueillons à présent Nathalie Stallmans, que je connais très très bien, donc je vais me permettre de la tutoyer, ça ne me changera pas. Oui, c'est Alors, comme on l'a déjà dit, donc Nathalie Stallmans est historienne. Elle est ici pour présenter ce livre donc dans la collection Belgique, que vous connaissez certainement chez Caire Éditions. Et donc, on parlera tout à l'heure du sous-titre, parce qu'en général, il y a toujours un sous-titre. Mais pour compléter ta présentation, donc je dirais que tu es historienne de formation et enseignante. Donc, l'acquisition de connaissances, c'est bien, le partage, c'est très très bien aussi. Et donc, si ta thèse de doctorat était consacrée au sein irlandais, bon, tu t'es beaucoup intéressé par contre à la Belgique et à Bruxelles, avec une prédilection pour le 19e siècle. C'est quelque chose qu'on retrouve quand même assez souvent. Donc, tu as trouvé un petit peu ton terroir d'activité. Alors, ben, je voulais justement tout d'abord te demander de manière générale comment passe-t-on de la grande histoire à l'envie d'en raconter des histoires, justement. Alors, en fait, je pense que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Pour te dire, le premier livre que j'ai écrit, je l'ai écrit avant de savoir écrire. C'est-à-dire que j'avais pris plein de petits morceaux de papier sur lesquels j'avais recopié des lettres qui, pour moi, devaient sans doute former des phrases et une histoire. Et puis, je me souviens très bien d'avoir scotché tout ça et d'avoir couru à travers l'appartement. Je devais avoir 4-5 ans, mais vraiment, je me souviens de ce bonheur et d'avoir crié « j'ai écrit un livre ». Je ne sais pas de quoi il parlait, je me souviens juste de son format bricolé, mais donc oui, je pense que c'est vraiment dans mon ADN cette envie d'écrire, cette envie de partager par l'écriture, et que finalement les études d'histoire m'ont apporté quelque chose en plus, déjà de la matière, le créneau dans lequel je me sens bien, puisque j'aime bien d'ancrer mes histoires dans la grande histoire, de trouver des petites niches d'anecdotes en fait dans lesquelles j'ai envie de creuser pour raconter le vécu de gens d'autrefois, pas nécessairement parce que j'aime raconter des histoires du passé, mais parce que j'aime à travers ça parler d'aujourd'hui, et que ce sont souvent des émotions que je ressens par rapport à notre vécu d'aujourd'hui que je parviens en fait à faire revivre dans des histoires qui se passent dans le passé en fait. Mais justement, à propos de faire revivre les histoires, je voulais quand même parler de ces deux livres qui se suivent, en fait. Donc, Finisterae, qui est le début de l'histoire, et Le vent du boulet. Donc, ce sont deux livres qui parlent, en fait, de la destinée de familles qui ont vécu dans une maison qui existe toujours, une maison classée de la rue Neuve. Et donc, c'est vrai qu'on sent ce pouvoir d'évocation que tu as. Je dois dire que personnellement, je me sens très très bien dans tes livres. J'ai très difficile à les quitter parce que justement, tu as une façon de parler de ces gens qui est vraiment avec une grande humanité en fait. C'est ça qui est bien. Donc finalement, la petite histoire te passionne autant que la grande. Oui, et donc voilà, par exemple, puisque tu parles du vent du boulet, par exemple, donc ce sont deux histoires qui se passent rue Neuve. Je suis le quotidien de Bruxellois qui habitent dans cette maison. Donc la prochaine fois que vous passerez rue Neuve, vous ne regardez pas au rez-de-chaussée les boutiques comme font tout le monde. Vous levez la tête et vous allez voir qu'il y a une et une seule maison à pignons qui est très ancienne, Vous la puisqu'en repérez fait, facilement. oui, Il y a énormément de pignons. C'est les pignons à gradins. Oui. oui, voilà. Donc c'est la seule de la rue Neuve. Elle a presque un siècle. Elle est presque un siècle de plus que les maisons de la Grand Place. Et donc là, sur ces deux volumes, chacun parlant d'un siècle, je raconte le quotidien de ces gens. Et pour celui qui parle du 18e, donc le vent du boulet, c'est vrai que j'ai cherché à retrouver dans les archives les noms de tous les personnages que je cite. D'ailleurs, le livre est dédié à mes personnages. Ils sont tous réels, sauf le personnage principal qui est fictif et qui fait le lien et l'histoire romanesque, mais sinon tous les autres sont vrais, c'est-à-dire que quand la cuisinière doit aller acheter de la viande, eh bien, tant qu'à faire, j'ai été chercher le nom d'un boucher qui habitait tout près de la rue Neuve, et donc je mets le nom
enfin, de la vraie personne chez laquelle elle a pu aller chercher à manger. Et je trouve que c'est chouette. Il y a sans doute que moi que ça fait rire et qui le remarque quand je relis mon livre, mais je trouve que c'est chouette de donner comme ça de la place à des anonymes, des gens que l'histoire n'a pas retenu, l'histoire avec un grand H n'a pas retenu, et qui trouvent en fait leur place discrètement comme ça entre mes pages. Alors, pour en revenir au livre que nous abordons aujourd'hui, donc évidemment dans cette collection on s'appelle de manière générique Belgique, et à chaque auteur évidemment de parler de sa propre Belgique ou de sa vision des différentes Belgiques, et donc il y a toujours un sous-titre. Donc dans ce cas-ci, le sous-titre c'est Terre d'asile. Donc pourquoi avoir choisi ce sous-titre? Alors, on a tous beaucoup bougé à travers la planète. La Belgique n'est pas le seul pays où les gens sont arrivés et d'où ils sont partis. Déjà, à la base, on vient tous d'Afrique, donc voilà, si on remonte un peu. Mais la Belgique a, je trouve, une place un petit peu particulière. Philippe le disait avant moi aussi, coincée comme elle est entre la France, l'Angleterre, l'Espagne, les Provinces-Unies, l'Autriche. Et donc, elle est ce pays qui, à part pour les 60 km de littoral, n'a pas de frontières naturelles, il n'y a pas de montagnes qui empêchent les gens d'arriver ou de partir. Et donc, entre toutes ces grandes puissances, elle a été très souvent dans l'histoire une plaine par laquelle sont passés des commerçants, des armées, des gens d'un petit peu partout. Et donc, il me semble que c'est une région du monde qui a été particulièrement une terre de passage, une terre d'asile. Et c'est une thématique qui me touche particulièrement parce que j'ai enseigné pendant plus de 20 ans dans les écoles européennes. Et dans les écoles européennes, c'est un concept qui est né après la Deuxième Guerre mondiale, dans cette idée que si les enfants de tous les pays d'Europe grandissent ensemble, il n'y aura plus de guerre en Europe parce que tout le monde aura créé des liens et que ça va promouvoir la paix. Et donc, quand on traverse une cour de récréation d'une école européenne, on entend toutes ces langues d'Europe, on a toutes ces différences culturelles qui se mélangent, et un air de tolérance et de liberté qu'on respire qui est plus léger qu'ailleurs. Et je pense que ça a aussi influencé ce choix, parce que, voilà, pour moi en particulier, la Belgique est cette terre où plein de gens circulent dans tous les sens, et c'est ça que j'avais envie en fait de rendre dans mon recueil. Mais cette interview m'a donné l'occasion de relire ton livre que j'avais déjà lu précédemment, mais bon, quitte à se faire plaisir, n'hésitons pas à le faire une deuxième fois. Et donc, c'est vrai que tes textes rappellent beaucoup les écrivains régionalistes du 19e siècle, comme Georges Écode, comme Eugène de Molder, comme Georges Garnier, comme Louis Delattre. Donc, tous ces écrivains qui savaient évoquer un village, un lieu bien précis, avec des mots finalement oubliés et qu'on retrouve avec plaisir. Donc, tout ça fait partie du bonheur de lire tes livres. Et puis, en même temps, oui, on parlait des petites gens que tu évoques dans tes récits, mais il y a évidemment, comme terre d'exil, il y a également des grandes personnalités exilées, comme par exemple Victor Hugo. C'est une façon de nous montrer finalement que le sentiment d'exil n'est pas une question de conditions sociales. Oui, bien sûr, et puis aussi parce que chaque exil a ses raisons, et que c'était aussi important de parler par exemple de l'exil politique. Mais si j'ai pris Victor Hugo, c'est surtout parce que j'aime bien en fait de rebondir sur des éléments qui sont un petit peu moins connus. Et on sait en général que Victor Hugo est arrivé en 1851, après la montée de Napoléon III au pouvoir, est arrivé en Belgique et qu'il y a écrit Les Misérables, etc. Mais on sait moins que Victor Hugo a été chassé de Belgique. Et donc ici, c'est une nouvelle qui ne parle pas de l'arrivée de Victor Hugo, mais du moment, en fait, en 1871, où la Belgique le chasse, et à partir de là, il ne pourra plus revenir en Belgique, il ne le voudra plus d'ailleurs. Et donc, voilà, je trouve que c'est intéressant d'aborder des sujets qui sont un petit peu moins connus, et celui-là en particulier me semblait intéressant. Mais c'est vrai que Victor Hugo, il connaît énormément d'adresses, évidemment, y compris la Grand Place, la plus connue, en tout cas celle où il est resté le plus longtemps, c'est celle qui se trouve place des Barricades. Mais par exemple,
comme habitant de Saint-Josse, je sais qu'il a résidé dans ce qui s'appelait à l'époque la rue de l'Astronomie, pas encore l'avenue de l'Astronomie, et qu'il a marié son fils, par exemple, dans la maison communale de Saint-Josse. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui a occupé énormément d'espace Oui. à Bruxelles. Alors pour en revenir à une autre nouvelle qui s'appelle de gré à gré, là finalement c'est le contraire, c'est une famille qui va être obligée de partir dans le Wisconsin. Et donc, c'est le sentiment inverse. Là, ce n'est pas les gens qui viennent ici et les questions qui se posent, c'est des personnes qui sont installées dans un pays qui vont devoir quitter et toutes les interrogations. Donc, c'était intéressant pour toi d'avoir les deux versions. Oui. Et est-ce qu'on voit comme ça que l'histoire se répète inlassablement? J'ai choisi cette famille parce que déjà elle est originaire du Brabant wallon et que je trouvais donc intéressant de souligner l'extrême pauvreté du Brabant wallon dans les années 1850, quand on sait qu'aujourd'hui c'est la région la plus riche de Belgique. Donc je trouvais que c'était intéressant de rappeler ça, à quel point les choses peuvent changer en fait tout simplement. Et donc on est dans les années 1850 au moment de la maladie de la pomme de terre. En général, on associe la maladie de la pomme de terre avec l'Irlande, et c'est sûr que l'Irlande a été particulièrement impactée, mais en fait la Belgique l'a été aussi. On considère qu'il y a dû y avoir environ 50 000 morts en Belgique dues aux famines liées à la maladie de la pomme de terre. Et donc là je suis sur une famille, donc de nouveau qui est attestée dans les archives. J'ai une famille qui est réellement partie et que donc les personnes, on peut les retrouver ensuite aux États-Unis. Donc c'est ça que j'aimais bien dans cette histoire, c'est qu'on sait qu'ils y arrivent, on sait que ça va finalement bien se passer pour eux, parce que, bon, ça c'est une petite parenthèse, c'est vrai que j'aime bien les histoires qui se terminent bien. Il y a déjà assez de choses qui ne vont pas dans le monde pour qu'on ne se plombe pas non plus en lisant des choses terribles. Et donc, en général, à une nouvelle près dans le recueil, elles se terminent toutes bien. Et donc, j'avais envie de cette histoire où cette famille finalement parvient à arriver à destination. Et c'est vrai qu'elle a des aspects... ce qui se passe a des aspects très contemporains, parce que autant aujourd'hui on a le personnage du passeur qui va souvent jouer un rôle tragique auprès de migrants qui essayent de traverser par exemple la Méditerranée, et bien en 1850 on a des recruteurs qui ont un rôle très, très comparable, qui vont en fait aller de village en village, parler en fait des États-Unis comme d'un Eldorado, convaincre les gens de plier bagages et de partir. En fait, ils travaillent pour des compagnies maritimes, et ces gens n'hésitent pas non plus à ouvrir du courrier qui vient de la famille, qui vient d'Amérique, mettre d'autres lettres à la place, des lettres dans lesquelles la description de leur vie en Amérique est bien plus favorable qu'elle ne l'est en réalité. Et c'est pas un problème de changer les lettres, parce que de toute façon les gens à ce moment-là ne savent pas lire ou écrire, et donc quand ils écrivent, ils font écrire par quelqu'un d'autre, donc on ne sait pas reconnaître l'écriture. Mais donc ici on a cette famille qui est donc extraordinairement pauvre. Grédoisseau, en 1855-1856, sur ces 2 années-là, va perdre 400 personnes. 400 personnes vont migrer sur 3000 habitants. Donc c'est pour vous dire à quel point le village se vide. Et voilà, donc c'est l'histoire de cette décision terrible, puisque les gens qui partent savent qu'ils n'auront plus jamais de contact avec les gens qu'ils laissent derrière eux. Il n'est pas possible de faire marche arrière. Cette façon de disparaître et d'être entre les mains d'autres personnes et de ne plus du tout pouvoir collaborer à sa destinée, c'est quelque chose d'ailleurs que tu abordes dans la nouvelle L'affaire des petites Anglaises. Donc ça se passe au 19e siècle, et donc là il s'agit d'Anglaises, de jeunes filles, hein, souvent mineures, qui viennent à Bruxelles et qui sont intégrées dans des réseaux de prostitution. Et donc évidemment ça nous ramène à l'époque actuelle où c'est des choses qui sont encore vécues, des jeunes femmes qui quittent des pays où elles sont en danger pour se trouver finalement entre les mains d'autres prédateurs. Et tu as toujours mis à la fin de chacun de tes textes des références
de titres, etc. Donc, tu as vraiment, l'historienne n'est jamais loin, et finalement, tu tiens absolument à ancrer ça dans la réalité en disant, oui, voilà, ce sont des faits qui sont avérés, en fait. Oui, donc effectivement, donc cette affaire des petites Anglaises a défrayé la chronique dans les années 1880. Et il était fait question là de 35 jeunes femmes mineures, mineures voulait dire à ce moment-là moins de 21 ans, qui travaillaient dans des bordels de la capitale. Et donc oui, je trouve intéressant de noter qu'aujourd'hui les filles viennent de plus loin, mais que quelque part rien n'a changé vraiment. Et donc c'est un scandale qui a fait vraiment couler beaucoup d'encre à l'époque, puisque le bourgmestre de Bruxelles et le chef de la police sont impliqués, donc ça va être une grosse affaire. Et effectivement, j'aime bien terminer mes nouvelles par des notes historiques pour expliquer, pour ceux qui le souhaitent, il n'y a jamais d'obligation, ça je trouve que c'est chouette aussi, donc j'aimerais pas que ce soit des notes en bas de page avec une intrusion dans la fiction, puisque ça reste chaque fois des pièces de fiction. Je pars d'une réalité, mais à partir de là, j'invente des personnages et c'est de la fiction. Mais donc, j'aime bien de pouvoir donner, pour les curieux qui le souhaitent, des pistes pour savoir où s'arrête la fiction, où commence la réalité. Mais voilà, pour ceux qui le souhaitent... sans plus, quoi. Un petit peu comme on a parfois des images noir et blanc à la fin d'un film, quand on voit un film qui est un biopic, qui raconte l'histoire d'un personnage qui a vraiment existé. C'est chouette dans le générique final d'avoir le vrai visage, la vraie personne. Voilà, c'est à ça que servent aussi mes notes, quoi. Alors, les deux derniers récits de ton livre sont particuliers parce qu'ils se complètent. En fait, on parle d'une enfant juive qui va être confiée par ses parents en 1942 à une autre famille de villageois qui habitent près d'Anvers. Et donc, il y a évidemment la première partie où donc il y a ce déchirement des parents. Évidemment, c'était pour sauver l'enfant finalement, mais c'est très, très, très dur à vivre du point de vue des parents. Et ensuite, bon, l'incertitude de savoir si on a fait confiance aux bonnes personnes. Et puis, on retrouve la jeune fille qui a grandi par après. Donc là, je laisse évidemment un petit peu le plaisir de la découverte au lecteur. Mais donc, voilà, ça parle des enfants cachés pendant la guerre. Et donc, évidemment, on pense immédiatement à Anne Frank, bien sûr. Mais quelle est la particularité du destin de la personne dont tu nous parles? Donc c'est une petite fille et comme tu dis, elle apparaît donc à des moments différents dans chacune de ces deux nouvelles. Donc dans la première nouvelle, donc on est en septembre 42, les rafles en Belgique ont commencé en juillet 42, et c'est vrai que j'avais envie d'insister sur ce moment très particulier du geste de confiance de la maman qui joue son va-tout et qui confie donc son enfant à un inconnu dans ce moment apocalyptique et cauchemardesque. Et pour moi, ce geste de confiance, c'est comme un geste de résistance en fait face à la barbarie, et de pouvoir se dire en fait, même quand vraiment plus rien ne va, je continue à faire confiance parce que je crois en l'homme malgré tout. Et je trouve qu'en fait voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et sur lequel j'avais envie d'insister particulièrement. Et alors on retrouve effectivement cette petite fille à la fin de la guerre, c'est-à-dire 2 ans et demi plus tard. Et comme elle n'avait que 2 ans, 2 ans et demi plus tard, elle ne se souvient pas du tout en fait de ses parents biologiques. Elle a la chance de les retrouver, à part que pour elle, elle ne vit pas ça nécessairement comme une chance directement parce qu'elle ne les reconnaît pas et que c'est un arrachement par rapport à ses parents de guerre. Et donc voilà, c'est deux histoires en fait qui m'ont été soufflées, je dirais, par deux personnes réelles que j'ai beaucoup rencontrées au moment de l'écriture, qui sont Adolf Nidenholz et Regina Swissny, que j'ai rencontrées donc plusieurs fois, et leurs deux destins d'enfants cachés, puisque tous les deux ils ont été enfants cachés, ont influencé en fait mon écriture. Et ce que je voulais dire, oui. Donc, il y a eu un moment en particulier qui m'a vraiment donné envie d'écrire sur ce sujet-là, et c'était quand Adolf Nidenholz était venu en classe rencontrer mes élèves.
à un moment donné, donc à la toute fin, donc il a raconté sa vie d'enfant caché. Lui, il était un rien plus grand, il avait quelque chose comme 3 ans et demi, et lui, malheureusement, n'a pas vu revenir ses parents à la fin de la guerre, donc c'est une toute autre conclusion pour lui. Et donc, il raconte ça à mes élèves, et à la fin, il y a une de mes élèves qui lève le doigt, qui a une question et qui lui demande: à quel moment, à partir de quand, est-ce que vous avez su que votre maman ne reviendrait jamais? Et on a face à nous ce monsieur de 85 ans et qui répond à mon élève: en fait, je l'attends toujours. Et c'est un instant qui m'a vraiment bouleversée. J'ai su à ce moment-là que j'avais besoin, pas envie, mais vraiment besoin d'écrire sur ce sujet. Une libération, Oui, enfin oui, voilà. C'est ça. Alors, il ne faut pas croire non plus que toutes tes nouvelles ont un fond tragique, parce qu'on retrouve quand même la gaieté truculente d'un estaminet à Gand, par exemple, ou alors une fête traditionnelle bruxelloise qui me tient à cœur, évidemment, c'est la plantation de Mébaume, que tout le monde connaît, et donc qui se faisait, et qui se fait toujours dans ce quartier, mais qui n'existe plus, c'était les Bas-Fonds, donc c'était à l'époque où la rue de Scarbeck existait, ainsi que tout ce qui se trouvait en deçà de la colonne du Congrès, donc tous ces quartiers qui ont disparu et qui ont fait place à l'austère cité administrative qui a complètement déshumanisé l'endroit. Et donc, entre autres, dans ce cortège, il y a ce qu'on appelle la roue de la fortune. Donc, c'est une roue inclinée qui est tirée par un cheval brabançon. Et donc, sur cette roue sont plantés 6 personnages. Donc, il y a 2 paysans qui représentent la pauvreté, la précarité, 2 riches bourgeois et 2 hommes de pouvoir, 2 personnes de pouvoir. Et donc, cette roue tourne évidemment pour montrer que c'est chacun son tour. Voilà, on la connaît, on est en haut, ça peut descendre. Et donc, c'est cette roue qui est vraiment quelque chose de super populaire et vraiment d'une philosophie incroyable finalement. Et donc je voulais parler de ça, mais en même temps, voilà, je voulais te dire, quand tu as écrit ce livre, on l'a dit tout à l'heure, on est limité à un certain nombre de signes, de pages, etc. Donc on ne peut pas sortir. Est-ce que, en écrivant ce livre, tu aurais voulu parler d'autres personnes? Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui t'auraient intéressé et que tu aurais mis dans ce livre? Oui, plein d'autres. J'ai vraiment dû faire des choix. Par exemple, par rapport à la nouvelle de Grédoisseau, j'ai beaucoup hésité à parler du Guatemala parce qu'en fait, dans les années 1840, la Belgique, donc c'était Léopold Ier à cette époque-là, avait l'intention, et pendant 20 ans ça a été le cas, de coloniser le Guatemala. Voilà, c'est aussi une anecdote qui n'est pas très connue et qui aurait bien eu sa place, mais je devais choisir avec Grédoisseau parce que c'était un peu trop similaire. Et l'expérience du Guatemala va être un désastre. Donc, comme ma famille de Grédoisseau arrivait en pleine forme dans le Wisconsin, j'ai préféré la suivre, elle, plutôt que les tentatives guatémaltèques. Mais oui, donc il y a eu beaucoup d'hésitations, des démarrages d'histoires qui ont avorté après. Et puis, j'ai eu aussi une autre histoire, et j'ai cru qu'elle ne rentrerait pas dans le livre. En fait, finalement, elle aurait pu y rentrer, mais du coup, je l'ai publiée à part, et c'est l'histoire de Saint-Valentin. Saint-Valentin aussi était un exilé, puisqu'il est arrivé en Belgique, mais sous la forme d'ossements, de reliques. Il est arrivé, donc Saint-Valentin, le patron des amoureux, est enterré à Montigny-sur-Sambre, tout près de Charleroi. Et donc, voilà, je trouvais que c'était une chouette histoire, et l'idée était de la mettre dedans, puis je me suis dit non, je vais avoir trop de pages, donc je l'ai publié à côté. Mais c'est pour dire que oui, des idées, c'est pas ça qui manque. Mais tant mieux Oui. pour nous, ça nous permettra de lire encore d'autres Voilà. livres. Alors maintenant, pour terminer, on arrive tout doucement au bout. Est-ce que par hasard, il y aurait un extrait que tu voudrais Oui, nous vais lire faire ça. et en même temps nous dire pourquoi tu choisis cet extrait en Alors, particulier? je l'ai choisi parce que c'est une nouvelle que tu as relue. Et donc, comme ça, c'est aussi une manière de te remercier Parce qu'il y avait pour ton une partie aide. bruxelloise, donc évidemment, Voilà. c'est bon, pas pour la connaissance du bruxellois, mais pour écrire les termes, comme j'écris en dialecte bruxellois, évidemment, c'est vrai que... Ah oui, non, c'était précieux. Et donc, on est dans le Mébaume et à Bruxelles, dans ce folklore incroyable.
D'un manège de chaises volantes installé rue Pacheco monte l'air de la vie en rose. Les trompettistes de la fanfare sont vexés. Leurs joues se gonflent pour souffler plus fort que cette musique enregistrée. Mais que domine la procession, c'est la géante. Il n'y a pas si longtemps, elle dansait avec un grand turc et une sultane. Mais les mythes les ont dévorés. Les géants sont des êtres fragiles. Des chevaux godets caracolent le long du cortège. De faux gendarmes se sont glissés dedans et les font galoper. Braillent-ils. Ils écrasent les pieds des passants. Il faut se hâter. Le cortège monte vers Saint-Josse, vers les Bumdruckers qui portent l'arbre, le fameux Maibaume qui donne son nom à la fête. Planter l'arbre de mai est un symbole qui remonte à la nuit des temps, perpétuel renouveau de la vie que de nombreux peuples fêtent. Qu'on le plante au mois d'août est signe de belgitude. Ici, le printemps peut se faire attendre longtemps. Les origines de la fête se perdent dans des légendes brumeuses. On est sûr d'un conflit entre Bruxelles et Louvain, ville voisine, ville rivale dans le minuscule duché de Brabant. Mais que s'est-il donc passé? Une bataille entre arbalétriers, une dispute lors d'épousailles, un litige sur le prix de la bière? La mémoire collective n'a retenu que le dénouement, la victoire des Bruxellois, leur droit perpétuel de planter le Maibaume le 9 août à l'intersection de la rue du Marais et de la rue des Sables, et surtout l'obligation que l'arbre soit dressé avant 17 heures, sous peine de voir Louvain s'approprier le privilège. Mais que fait semblant de guetter les louvanistes qui viendraient perturber le cortège? Il a fallu près de 7 siècles pour qu'ils passent à l'attaque. En 1939, la guerre entre Bruxelles et Louvain fut déclarée. Une autre guerre aussi, mais gardons le sens des priorités. Profitons de ce que les Bumdruckers étaient en mission Pottepace, c'est-à-dire au Stamenet, à Bicollet. Des hommes ont volé le camion où l'arbre était couché. Les Bruxellois, catastrophés, ont couru porter plainte. La police a intercepté l'arbre escamoté. Entre-temps, un autre Maibaume avait été coupé et planté dans les temps. Bruxelles avait eu chaud. Le désastre avait été évité. Mais que ça l'a fait rigoler. Le médiéval duché de Brabant est devenu une province, puis a fini par se scinder. Bruxelles et Louvain se sont retrouvés séparés par une frontière linguistique. Les batailles d'arbalétriers de jadis se sont transformées en conflits communautaires. La géante ne voit pas la différence. Les humains sont minuscules, une mêlée agitée et assourdissante qui lui parvient au nombril. Par contre, le folklore est éternel, tout comme les smoutebollen, la bière et elle. Je vois que nous avons droit encore à 2 minutes. Ma montre en atteste. Donc, je vais te demander si tu as des projets, et je suis certain que oui, mais parle-nous-en. Oui, alors c'est un gros projet. Donc, je suis de nouveau au 19e siècle et dans la découverte incroyable des iguanodons de Bernissart. Donc voilà, dans ce petit village au sud de Mons, à 322 mètres de profondeur, les mineurs se retrouvent à essayer d'excaver des tibias qui font plus d'1 mètre de long et tout ça, enfin voilà. Donc je suis dans cette ambiance de charbonnage, du musée de sciences naturelles qui est sur place, de potions magiques pour faire en sorte que ces eaux ne se délitent pas. Ce que je trouve incroyable dans cette histoire, c'est les prouesses techniques, enfin voilà, ils sont parvenus à conserver ces ossements et à nous les présenter tels qu'on peut les voir aujourd'hui au musée de sciences naturelles, et c'est juste incroyable. Mais aussi la dimension humaine, puisque les charbonnages à l'époque, c'est une vie très très dure, et donc on a cette double dimension technique et humaine que je trouve vraiment passionnante, et voilà, je m'amuse bien. Mais c'est loin d'être fini. Si tu t'amuses bien, c'est bon signe pour nous. Oui, c'est déjà ça. Eh bien, je te remercie. Merci à toi, Merci à vous de votre attention. Merci.